Bienvenue dans cette édition spéciale de la lutte contre le VIH-Sida. Messieurs et dames, chers téléspectateurs et chers auditeurs, oui, il faut le préciser, ce programme passera de même en modulation de fréquence sur la 95.fm Radio Nord, la passion du savoir. Nous vous souhaitons encore à tous la bienvenue dans ce plateau réservé à la sensibilisation contre la lutte et la stigmatisation de personnes vivant avec le VIH-Sida qui a été considéré longtemps comme une maladie, on va dire, de la malchance. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Monsieur Nicaise Ondo Mesui qui est assistant médical au CTA de Kembo. Bonjour, Monsieur Nicaise. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Je vais très bien. Juste un rectificatif. Je suis Monsieur Nicaise Ondo Mesui, assistant social en milieu hospitalier. Oui, effectivement, je suis au centre de traitement ambulatoire de Kembo. D'accord. Voilà. Merci encore pour cette précision. Et à ma droite, nous sommes avec Madame Elisabeth Ngouan-Bina, présidente de l'ONG Grassland, qui œuvre au quotidien de personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Bonjour, Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Nous vous remercions de votre présence sur ce plateau spécial. Merci. Alors, Monsieur Nicaise, nous allons commencer avec vous dans cette lutte sur le VIH-Sida. Alors, quelle est la situation du Gabon? Comment décrivez-vous l'évolution de la prise en charge du VIH cette année au Gabon? Bon, en cette année 2024, il faut avouer que beaucoup de choses ont été faites par le passé. Déjà, pour preuve, le taux de séroprévalence qui était de 4%. Pendant les années, on a aussi entre 4 et 5%. Pour ces dernières années, nous sommes descendus à 3%. C'est vrai qu'on est encore à 3,6%, mais on sent que beaucoup de choses ont été faites au niveau de la prise en charge et du dépistage du VIH au niveau du Gabon. Donc, je crois que les choses vont, au niveau de la prise en charge, les choses vont dans le bon sens. Dans le bon sens. Voilà. D'accord, donc de manière progressive, vous avez dit nous sommes quittés à une donnée pour une donnée encore inférieure voilà. Cette année. Parce que l'objectif, comme fixé par le ministre de la Santé, il est de 0% du VIH en 2030. Donc, je crois que nous sommes en 2024, quand même, les choses ont évolué dans le bon sens. D'accord. Alors, après, on parle du Gabon, et c'est vrai que le Gabon qui est composé de 9 provinces, généralement, on disait souvent que dans le Haut-Ogooué ou bien dans la Nyanga ou encore dans telle province, là-bas, quand tu arrives, il y a le sida. En fait, c'est la conception que certains Gabonais se faisaient. Alors, quelle est la province, on va dire, qui est touchée par le VIH? Bon, toutes les provinces sont touchées. Oui. Moi, j'ai souvent du mal à rentrer dans... Je n'aime pas trop telle province est plus touchée par rapport à l'autre parce qu'en fait, il y a aussi une question de pourcentage. Je vous prends l'exemple, l'Est-UR n'est pas la province la plus touchée, mais en termes de nombre de PV-VIH, l'Est-UR a le plus grand nombre de PV-VIH parce que l'Est-UR concentre une grande partie de la population. Donc, cette comparaison-là a tendance à faire croire aux gens que telle province est une province qui, par excellence, est telle qui est où on retrouve le plus de PV-VIH, alors que souvent, c'est pas vrai. C'est des pourcentages. On va vous dire, par exemple, au niveau de Wellington, c'est au-dessus de la moyenne. Mais en termes de nombre, ils peuvent même pas tenir, ils sont même pas au même nombre que Libreville. Libreville est largement au-dessus de toutes les provinces du Gabon. Donc, vous comprenez que moi, ces combats de chiffres-là, ce n'est vraiment pas intéressant. On s'oriente vers la lutte et c'est ce qui est le plus intéressant pour moi. D'accord. Alors, Madame Elisabeth Ngouan-Bina, au quotidien, vous œuvrez pour ces personnes atteintes du VIH-Sida. Alors, quelles sont les principales difficultés rencontrées par ces personnes dans notre société? Alors, je voudrais d'abord présenter l'ONG. L'ONG dont j'ai la charge se dénomme l'ONG Grassland, qui milite en faveur des orphelins et des veuves du VIH-Sida. D'accord. Voilà. Et cela depuis 2004. Les difficultés rencontrées sur le terrain, c'est la pauvreté. La pauvreté qui fait en sorte que les personnes ne puissent pas bien prendre leur traitement. Et vous savez que le traitement du VIH est lourd, les antirétroviraux. Donc, ces personnes doivent bien manger. Et s'il n'y a pas à manger, elles ne peuvent pas bien suivre le traitement. Je prendrai l'exemple de quelqu'un que j'ai suivi au PK7. J'arrive chez lui,
Les médicaments sont certes là, mais sa cuisine était sèche, il n'avait rien à manger. J'ai dû prendre sûrement pour pouvoir subvenir à ses besoins. Alors, la difficulté, c'est quoi? Si on peut mettre en place, j'avais déjà demandé ça depuis longtemps au gouvernement, si on peut mettre en place au sein de l'ONG une banque alimentaire pour que les plus faibles viennent s'approvisionner. Voilà. Donc, en fait, pour vous, vous souhaitez en fait qu'ils puissent avoir une banque alimentaire parce que vous avez dit en même temps que le traitement, il est lourd. Donc, là, il faut impérativement que ces personnes se nourrissent d'abord avant de consommer ces médicaments. Et par le passé, j'avais mis en place le groupe de parole. Les personnes avec le VIH/SIDA venaient au centre rencontrer la nutritionniste pour voir comment il faut manger et qu'est-ce qu'il faut manger, parce qu'il ne doit pas manger n'importe quoi, comme la viande, non. C'est du poisson et beaucoup plus de légumes. Et comment cuire ces aliments. D'accord. Donc, en fait, on comprend que leur régime alimentaire est surveillé. Il est surveillé. D'accord. Alors, on continue toujours parlant de l'accompagnement médical. Alors, quels sont les défis actuels pour les personnes vivant avec le VIH en matière de soins et d'accompagnement médical? Voilà. C'est vrai que c'est une question qui est purement médicale, parce que moi, je suis dans le domaine du social, parce que je suis assistant social, mais je veux quand même essayer de m'en rentrer, parce que je suis dans un centre de traitement ambulatoire, c'est un centre pluridisciplinaire. Les défis à l'heure actuelle, le principal défi, c'est l'observance. L'observance, c'est quoi? C'est que le patient puisse prendre convenablement son traitement, parce qu'aujourd'hui, au Gabon, le traitement qui est d'actualité au Gabon, donc le traitement de première intention, qui est le tenofovir, l'amivudine, de lutégravir, est un traitement qui est assurément efficace et qui est un très bon traitement, et qui est reconnu par l'OMS comme l'un des meilleurs traitements en termes de prise en charge du VIH. Donc, notre défi aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont positives puissent prendre convenablement leur traitement. Ça, c'est la première, ça, c'est une des choses, un des défis. Le second défi, c'est que ces personnes qui prennent le traitement-là, à terme, doivent avoir une charge virale indétectable. Charge virale indétectable, c'est quoi? C'est un examen qui permet de déterminer si la personne prend très bien le traitement. Parce que la suite, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un prend très bien le traitement, il a une charge virale indétectable, c'est que la chaîne de contamination est brisée. Donc, cette personne est considérée comme porteur sain. Cette personne ne peut plus contaminer. Cette personne ne peut plus souffrir d'une maladie, quelconque maladie opportuniste, si sa charge virale est indétectable et que ces CD4 sont très bons. Vous voyez qu'en fait, le défi à l'heure actuelle au Gabon, c'est un des défis. Le second, c'est que la majorité de la population puisse avoir accès au dépistage, avoir le courage de se rendre dans les centres pour faire le dépistage, parce qu'il est souvent mieux de connaître son statut une fois on est positif. Lorsqu'on prend le traitement très tôt, on est sûr et certain qu'on n'aura aucune maladie en lien avec le virus du VIH. On se portera très bien et on vivra notre vie comme une personne qui n'est pas séropositive, à condition que l'on suive les orientations du médecin et qu'on prenne le traitement, tout ce qui est propre à toutes les maladies chroniques. D'accord. Vous avez parlé de porteur sain, peut-être revenir, on va dire, de manière plus explicite. Voilà, porteur sain, c'est celui qui brise, comme j'ai dit, celui qui brise la chaîne de contamination. D'accord. Porteur sain, c'est une personne qui a une charge virale indétectable. Porteur sain, c'est celui qui a un virus, qui a le virus dans le sang, donc il est porteur, mais qui ne peut pas développer le virus. Je vous prends un exemple, quand on parle de charge virale indétectable. C'est-à-dire que dans le sang, il n'y a quasiment plus de traces de virus. C'est ça l'objectif du traitement ARV. Est-ce que vous suivez? C'est ça l'objectif du traitement ARV. S'il n'y a plus de traces de détection du virus, c'est-à-dire que la personne, elle est guérie ou bien la personne... On soigne le VIH, on est guéri, parce que c'est ça la nuance. D'accord. Parce que quand la personne, il n'y a quasiment plus de traces, ça ne signifie pas que le virus, il est entièrement mort. On a combattu, en termes de quantité, il s'est réduit, il s'est réfugié quelque part où il est inoffensif. D'accord. Donc, il n'est plus capable de faire du mal, à condition qu'on continue à prendre son traitement de manière quotidienne à l'heure que l'on aura choisi nous-mêmes. Vous voulez ajouter? Oui, juste en chérir, en disant que le virus, il est endormi. D'accord. On va dire ça comme ça. Il peut se réveiller à tout moment. C'est parce que votre charge virale est indétectable que vous ne devez pas prendre votre traitement. Il faut continuer à le prendre. Parce que si vous arrêtez le traitement, il va se réveiller à nouveau. Et là, c'est la catastrophe. Et vous aurez une succession de maladies opportunistes. La tuberculose, les mycoses et autres sur le corps. D'accord. Donc, raison pour laquelle on comprend souvent qu'il y a certaines personnes qui se disent guéries du VIH. Après, subitement,
elles succombent et retombent de manière considérable. Donc c'est parce qu'elles ne respecteraient pas, on va dire. Parce qu'elles ont arrêté leur traitement. D'accord. Parce que l'objectif du traitement, c'est de rendre, comme je disais tout à l'heure, porteur sain. C'est vous rendre dans les meilleures dispositions sur le plan physique. Or, quand vous arrêtez votre traitement, vous voyez que le virus continue à se multiplier. D'accord. Est-ce que vous voyez? Le virus continue à se multiplier parce que vous avez soulevé un point qui est assez important, de dire que la personne se croit guérie. D'accord. Parce qu'il arrive, vous voyez, le virus peut évoluer dans votre corps pendant des années. Donc, pendant des années, de manière latente, vous avez des douleurs. Mais une fois que vous allez commencer à prendre le traitement, vous retrouvez une forme, au bout de 6 mois maximum, à peu près, quand vous prenez le traitement, une forme que vous n'aviez même pas peut-être sur 4 ou 5 ans avant. Vous retrouvez dans une forme olympique. Je peux le dire comme ça, vous retrouvez dans une forme olympique. Ouais. Et là, vous dites, ah, la forme que j'ai là, je crois que je suis guéri. Alors que non. L'objectif du traitement, c'est justement cela, vous mettre dans les meilleures dispositions. D'accord. Et pour que vous soyez dans ces meilleures dispositions, continuez à prendre le traitement au quotidien. D'accord. Voilà. Alors, le VIH est toujours perçu de manière stigmatisée par certaines parties de la population. Quel impact cela a-t-il sur le traitement des patients? Voilà, là c'est une question très importante. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, le gouvernement gabonais a mis un accent particulier sur le volet thérapeutique. Donc aujourd'hui, les ARV sont à disposition des patients, gratuits et dans tout le Gabon. Gratuit et dans tout le Gabon. Est-ce que vous suivez? D'accord. Voilà. Donc un patient qui est bien suivi, il prend son traitement tous les 6 mois, parce qu'on lui donne une quantité de 6 mois, et le traitement est assuré. Maintenant, le volet qui bloque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le côté stigmatisant, voilà pourquoi on considère le VIH comme aussi un problème social. Vous suivez? Elle a soulevé un pan. Déjà, pour ceux qui prennent, la pauvreté est très présente au Gabon. Donc, en matière d'alimentation, il y a un problème. Il y a le déni au Gabon, il y a la stigmatisation, il y a l'autostigmatisation. Ce sont les problèmes sociaux auxquels on doit pouvoir mettre un accent particulier. Parce que dans les années antérieures, à l'époque de l'OBDAS, avec la première dame, nous tous, on a constaté qu'il y avait des spots publicitaires partout parce qu'il y avait la sensibilisation sur la prévention et sur les informations. Parce que la stigmatisation aujourd'hui est la conséquence de l'ignorance ou de la mauvaise information que beaucoup d'entre nous ont du VIH. Donc nous devons quitter notre défi sur le plan social, c'est d'enlever du VIH le problème social à simplement maladie chronique au même titre que l'hypertension et le diabète. Donc vraiment ce côté-là, la stigmatisation, c'est le fait de l'ignorance, parce qu'au quartier on raconte beaucoup de choses qui sont fausses. Donc nous devons mettre un accent particulier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je remercie beaucoup la présidente de Graceland qui fait un travail de fond dans ce sens-là, et beaucoup d'autres associations, parce que aujourd'hui l'OMS a lancé une bataille, c'est pour raviver les actions communautaires. Voilà pourquoi vous allez voir les agents de santé communautaire et tout le reste là, parce que c'est dans la communauté qu'on devrait intervenir. Parce que c'est la communauté qui stigmatise l'individu. C'est la communauté qui fait en sorte que la personne ait le déni. Or, si la communauté est mieux informée, je pense que sur les avantages qu'on cite, parce qu'on ne peut pas dire qu'avoir une maladie, c'est un avantage, mais quand même, quand on est bien suivi, on se dit qu'on vit bien. Et je voudrais soulever un pan, le fait de faire des examens régulièrement, nous, vous et moi, on se connaît en tant que Gabonais. On ne fait pas beaucoup d'examens régulièrement. C'est qu'on se sent mal. Or, la réalité voudrait qu'à titre préventif, on fasse des examens régulièrement. Je peux le dire en tant que social, dire il est difficile qu'un PVVIH suivi convenablement puisse développer certaines maladies chroniques, à l'exemple l'insuffisance rénale. Pourquoi? Parce qu'on contrôle son rein régulièrement. Donc, quand ça commence à aller mal, le médecin prévient, il dit non, là, ça va plus, il faut corriger. Or, nous autres, là, on va à l'hôpital, c'est quand ça va plus. D'accord, c'est pas faux. Alors, nous sommes toujours sur le pont de la stigmatisation, de cette discrimination envers les personnes qui vivent avec le VIH. Alors, comment l'ONG Graceland lutte pour cette stigmatisation-là? Alors, le thème de cette année déjà, c'est protéger la santé, c'est protéger les droits humains. C'est le thème de cette année. Stigmatiser une personne avec le VIH-Sida, c'est casser une barrière, c'est casser les droits humains. Donc, les personnes qui vivent avec le VIH-Sida, au sein de l'ONG Graceland, nous faisons des groupes de parole.
nous appelons les personnes malades et les personnes non malades pour qu'ensemble, ils puissent savoir que stigmatiser quelqu'un peut le plonger davantage dans la maladie et sombrer et voire même mourir. Donc, nous faisons quoi? Nous faisons des formations. Nous faisons des formations, nous édifions les personnes pour dire que c'est pas la peine. On peut vivre avec une personne vivant avec le VIH/SIDA. Contrairement à avant, on avait du mal à manger avec quelqu'un dans la même assiette. Bon, tout de suite, vous connaissez pas mon statut sérologique, c'est pas écrit sur le visage. On peut bavarder, mais une fois, je vais dire, ah, là, je suis infecté. Vous allez commencer à prendre des restrictions, des distances en disant que, ah, cette femme-là, voilà, alors qu'on a bien bavardé. Ça ne se transmet pas comme ça. La science a beaucoup évolué aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Il faut encadrer nos familles. Il faut encadrer les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Voilà. D'accord. Alors, quels seraient, on va dire, les moyens les plus efficaces pour encourager à se faire dépister? Comme vous l'avez si bien dit, le jeune, on va dire, le Gabonais n'a pas cette coutume de se réveiller un bon matin et dire « je vais dans un centre et connaître mon statut ». Alors, quel serait le... Moi, je pense qu'il faut éviter d'être séro-ignorant. Il faut aller vers les centres de prise en charge, les centres de dépistage tels que le PLIS, le PNLS, pour connaître son statut sérologique. Vous le faites, par exemple, aujourd'hui, le 2 décembre, et vous repartez 3 mois plus tard pour la confirmation, pour voir si le résultat qu'on vous a donné est vrai ou pas. Parce qu'il peut s'avérer qu'il soit positif ou négatif, mais il faut le confirmer par un deuxième test. D'accord. D'accord. Alors, oui, donc, je voulais aussi rajouter en disant que, bon, aujourd'hui, l'hôpital va maintenant vers les communautés. Il y a des campagnes de sensibilisation, de proximité qui se font à travers la ville en ce moment. Et toutes les fois. Oh, aller à l'hôpital simplement, tu as peut-être constaté quelque chose, un changement sur toi. Va à l'hôpital. Il y a aussi des personnes qui vont faire des rapports sexuels sans pourtant être protégées. Bon, il y a un mécanisme, surtout quand tu as pris un risque, ça peut être un viol. On vous met tout de suite sous traitement pendant, je pense, 1 mois. Je parle devant les personnes assermentées. On vous met sous traitement pendant 1 mois pour enlever le risque d'être contaminé. Contaminé, tout à fait. Voilà. Oui, vous voilà, je disais que ce qu'elle disait était très important par rapport à votre question. Tous les centres de prise en charge au Gabon à l'heure actuelle, le test dépistage, il est gratuit. Tout au long de l'année, tout au long de ce mois de décembre, qui est un mois spécial. Vraiment, il y a des actions qui vont se faire de partout, mais 12 mois sur 12, dans tous les centres de prise en charge de VIH, le test de dépistage, tous les CTA, le test de dépistage, il est gratuit. Donc, on n'a pas besoin d'attendre systématiquement décembre. Seconde chose, vous avez dit, il faut aller vers les communautés. Est-ce que vous voyez? Nous devons faire des actes de sensibilisation, poser des actes de manière incisive. Vous savez, il faut qu'on fasse beaucoup de bruit. Parce que, vous savez, la pédagogie, c'est la répétition. Aujourd'hui, c'est vrai, on connaît tous les mécanismes de contamination, mais ce n'est pas que les mécanismes de contamination qui bloquent que les personnes pour qui viennent au centre. Parce que ceux qui viennent au centre, beaucoup disparaissent avec ce qu'on raconte au quartier. Vous avez soulevé un machin, on va soulever ça peut-être un peu après. Tout ce qu'on raconte au quartier. Certains vont dans certaines églises qui disent on soigne le VIH là. Certains vont chez les charlatans, on soigne le VIH là-bas. Alors qu'en fait, je le dis souvent à mes patients, le VIH a tellement évolué qu'aujourd'hui, considérons le VIH comme une maladie chronique. Prenons nos traitements et suivons les recommandations du médecin. Il n'y a aucune interdiction. Vous avez vu comme elle a soulevé tout à l'heure là sur le côté alimentaire. Mais le côté alimentaire, c'est des recommandations parce que pour qu'un être humain, VIH+, ou VIH négatif, se porte bien, il faudrait qu'il ait une bonne hygiène de vie. Est-ce que vous suivez? Il faudrait qu'il ait une bonne hygiène de vie et l'hygiène de vie passe par une alimentation équilibrée. Donc, c'est des conseils comme ça qu'on donne au PV-VIH, mais le PV-VIH en lui-même n'a aucune interdiction en matière alimentaire de manière précise. Donc, vous voyez que c'est quasiment un avantage par rapport à d'autres maladies chroniques telles que l'hypertension ou le diabète. Parce que le diabète, on va dire, il faut réguler votre consommation de sucre. Est-ce que vous suivez? Donc, en matière de lutte, il faudrait qu'on aille vers les communautés. Les communautés, il faudrait qu'on multiplie, comme elle a soulevé, les groupes de parole, les visites à domicile, qu'on aille visiter les familles. De proximité, en fait. Voilà, les politiques de proximité. On va vers les communautés, on se retrouve auprès des chefs de quartier, on rassemble, on discute à bâton rompu. C'est que chacun donne
son idée, chacun donne, on ne déconstruit pas ce qu'il a, mais on l'oriente vers ce qui est. D'accord. Parce que quand on déconstruit, c'est un peu comme si on pouvait frustrer, mais on l'oriente vers ce qui est. La dernière fois, sur l'invitation de la présidente de Grassland, lorsqu'on a entretenu les PVVIH, je lui disais, quand vous allez vers les chrétiens ou bien quelqu'un qui dit Liboga soigne, vous ne lui dites non. Vous ne lui dites pas non, c'est faux. Parce que la personne peut se braquer. Peut se braquer. Vous lui dites oui, moi je ne refuse pas. Mais quel est le mécanisme par lequel on a découvert que vous étiez VIH+. C'est un test. Faites simplement un test qui va déterminer que vous êtes VIH négatif. C'est le sort de tout le monde. Personne ici ne peut dire que Dieu ne fait pas des miracles. Nous sommes chrétiens. Personne ici ne peut nier la médecine traditionnelle. Mais jusqu'à présent, quand Dieu décide, la prophétesse est là, Dieu est souverain. Aucun de nous ne décide pour Dieu. Dieu décide de mettre son accent sur toi. Quand tu es guéri, c'est que c'est la grâce. D'accord, c'est la grâce. Voilà. Mais pour le moment, allons-y vers les populations, informons-les pour qu'on brise la barrière de la stigmatisation, on brise la barrière du déni social, on brise la barrière de l'autostigmatisation. D'accord. Alors, vous avez parlé du test. En même temps, il y a cette, on va dire, innovation, pas du test rapide. Le TDR, oui. D'accord. Est-ce que le test rapide qui s'est fait automatiquement, on peut apporter une certaine crédibilité? Bon, vous savez, on ne peut pas parler dans l'absolu. D'accord. Le TDR, il est efficace. Mais pour déterminer la séropositivité d'une personne, c'est tout un algorithme. Donc, c'est tout un processus. D'accord. Ce n'est pas le TDR qui permet de déterminer uniquement que vous êtes séropositif. Donc, si le TDR détermine que vous êtes séropositif, on ne peut pas vous déclarer que vous êtes séropositif. Il faut faire d'autres examens en laboratoire qui vont pouvoir déterminer. Je vous prends un exemple. Il y a plusieurs types de VIH, le VIH1, le VIH2 et le VIH1 et 2. La différence? C'est des types. Ah, d'accord. Vous êtes gros, nous sommes deux personnes différentes, nous sommes des humains. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le VIH1, VIH2 ou le VIH1 ou le VIH2. Donc, or, le TDR permet de déterminer juste l'antigène qui montre qu'il y a la présence du virus. Dans le voilà. sang. Mais qui ne permet pas de déterminer si c'est quel type de VIH. De virus, d'accord. Comme on dit, le TDR n'est pas efficace à 100%, mais c'est un examen efficace. Parce que aussi, ne jugez, ce n'est pas binaire. Comme c'est pas 100%, c'est que c'est pas efficace. Non, non, non. Ce n'est pas soit c'est efficace ou c'est pas comme ça. C'est en termes de pourcentage. Est-ce que vous voyez? Donc, le TDR, il est efficace, mais ce n'est pas l'examen. C'est, comme on le dit souvent chez nous à l'époque, quand j'étais en terminale, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour déterminer qu'une personne est séropositive. D'accord. Alors, Madame Elisabeth Ngouambina, vous êtes présidente, il faut toujours le rappeler, présidente de l'ONG Grassland. D'accord. Alors, quelles sont, on va dire, les politiques de cette année que vous avez mis en place pour accompagner ces personnes vivant avec le VIH? Ben, les politiques que nous avons mis en place pour accompagner les personnes vivant avec le VIH-Sida, c'est d'abord l'éducation, la sensibilisation. Ben, nous sommes sur le terrain avec la Direction générale de la prévention du sida pour sensibiliser dans les salons de coiffure, les bars et les autres structures. Parce que vous voyez, dans les salons de coiffure, on va se couper les ongles. On ne les désinfecte pas. Et lorsque vous arrivez, on ne sait jamais. Voir comment ces personnes désinfectent leur matériel et avec quoi ils le font. Ainsi de suite. Chez les coiffeurs, chez les coiffeuses, chez celles qui font les ongles, la manucure, pédicure. D'accord. Voilà. Donc, vous avez mis en place en fait une politique de proximité. De proximité. D'accord. Alors, on va revenir par ici. Vous avez parlé du dépistage. Alors, quelles seraient, selon vous, en fait, les raisons qui pousseront des personnes à ne pas opter pour le dépistage de manière volontaire? L'ignorance. L'ignorance, vous dites l'ignorance. Il y a l'ignorance, il y a la désinformation. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore une partie des Gabonais qui lit VIH est mort, VIH malédiction et VIH prostitution. Est-ce que ce ne serait pas à cause de cette publication qui a été faite d'abord avant? Parce que lorsqu'on voit le VIH, automatiquement, certaines personnes disent que le VIH est le visage d'une femme. Et en même temps, lorsqu'on voyait les publicités du VIH à l'ancienne, on voyait des personnes maigres, on voyait en fait, c'était affreux. Bon, si on dit que le VIH, il va répondre, le VIH a un visage féminin, c'est parce que les personnes les plus touchées sont les femmes.
Ce sont les femmes qui payent le lourd tribut. Parce que déjà, nous sommes 52% de la population. Donc, voilà. Et rebondir ce qu'il a dit par rapport à la province la plus touchée, comme on l'a dit, c'était la Nyanga avec 4,9% de prévalence. On va parler peut-être du problème des frontières, la proximité avec les frontières. Vous voyez, les frontières, il y a les mutations, il y a le métissage, le brassage. À une certaine époque, c'était le Wellington avec les deux frontières là-bas, donc le brassage et ainsi de suite. D'accord. Voilà. C'était quoi la question? Alors, on parlait de cette difficulté à aller vers le dépistage de manière, on va dire, volontaire, systématique. Donc, je disais que je disais qu'il y avait l'ignorance, il y avait la mauvaise information, et il y avait la peur de la stigmatisation. Vous avez soulevé un pan qui était assez important. Aujourd'hui, c'est peut-être une erreur, mais à son temps, c'était pas une erreur. Parce que lorsque le VIH est arrivé, il fallait, on a voulu utiliser une technique d'impact par la peur. Vous voyez? Donc, il fallait qu'on prenne quelqu'un qui était en fin de vie, qui souffrait peut-être d'une maladie opportuniste comme la tuberculose. On filme, on dit, allez-y vous faire dépister, sinon vous allez arriver à ce stade. Voilà. Peut-être que ça a produit des effets contraires. Ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on devait faire, c'est de nous présenter le visage du VIH d'une personne qui est dans les meilleures dispositions, qui vit en famille, qui a un époux ou une épouse, qui vit convenablement sa vie et qui n'a aucun problème sur le plan social. Parce que aujourd'hui, cette image-là, l'image du VIH mourant, l'image du VIH amaigri, aujourd'hui reste dans l'inconscient collectif. Et ce n'est pas intéressant parce que au quartier, même quand quelqu'un fait un palude ou une autre maladie, dès qu'il commence à perdre du poids, on va directement déduire, est-ce qu'il n'a pas les 4 lettres? Vous voyez que certaines personnes ont même du mal à prononcer le mot sida. Or, c'est le combat sur lequel on doit, comme je disais, le thème de cette année-ci, c'est au niveau des droits. Le PVVIH a droit à la santé, certes, mais il a droit à l'équité sociale. Il a droit à l'équité sociale. Il a droit au bonheur. C'est un Gabonais comme nous, c'est un humain comme nous, à part entière. Donc, le fait qu'on le stigmatise, le fait qu'on l'écarte, n'est pas une bonne chose. Mais je pense, comme je vous ai dit, qu'il y avait l'ignorance, il y avait la désinformation, mais c'est le travail aussi que nous, acteurs du VIH, donc les personnes infectées et les personnes affectées, parce que je le dis, tous les Gabonais le sont, parce qu'on a au moins un parent parmi nous qui est infecté du VIH. Donc, nous, les acteurs de la lutte contre le VIH, ainsi que les personnes vivant avec le VIH, nous devons cheminer vers la sensibilisation, des poches des personnes qui sont encore dans cette philosophie-là. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, faut-il craindre le VIH au détriment d'autres maladies? Nous reviendrons sur cette question. Mais avant, nous allons d'abord aller à la rencontre d'une personne vivant avec le VIH-Sida. Madame Sidonie Siaka, personne vivant avec le VIH au Gabon depuis plus de 30 ans. Il n'y avait pas de disposition, il n'y avait pas de médecins formés. Et j'avais appris mon statut au niveau du programme national de lutte contre le sida. C'était un médecin blanc, français, le docteur Milleri, qui m'avait annoncé le statut sérologique. Et à l'époque, c'est comme si tout était sombre, le projet était fini, tout était difficile, le projet rompu, en fait, le tableau était sombre. Donc, j'attendais seulement la mort. Je fais partie d'une famille bien, l'aîné de 9 enfants. Ma famille m'avait sérieusement encadrée, malgré le fait qu'on nous regardait comme des monstres de la société. Ma famille ne m'avait pas rejetée. Mon papa fut chrétien, mon père m'avait encadré, ma maman également. Mais la discrimination venait plus du côté de la société. Ah, là, j'ai vraiment souffert de la discrimination. Vous voyez un peu, vous vous baladez dans Libreville, vous avez envie de faire miction. Le fait de demander même à aller aux toilettes et tout ça, là, c'était interdit. Et je pense qu'à l'époque, j'étais sérieusement malade, je pesais 28 kilos.
une maladie sans palliatif, sans solution. On ouvrait la boîte de sardines et puis on me mettait le morceau de pain sous la porte. Je ne pouvais plus me balader vraiment. La moquerie venait de partout. Vraiment, à cette époque, la moquerie venait de partout. Il fallait pleurer, prier, pleurer, prier pour résister vraiment jusqu'à présent. Ça a été vraiment un challenge pour moi. Bon, mon expérience avec le traitement, les années 90, il n'y avait pas de traitement. Il y avait, je pourrais dire, des échantillons des médicaments. Ils avaient commencé par la monothérapie. Le docteur Malonga prenait des échantillons de monothérapie, nous soignait, mais la monothérapie ne marchait pas. La monothérapie entraînait plus la tuberculose chez les patients. J'avais eu beaucoup d'amis qui étaient morts parce que la monothérapie, nous étions toujours à 100 de CD4. Les chercheurs avaient vu que ça ne marchait pas. Il fallait associer 2 médicaments. Les 2 médicaments qu'on appelait la bithérapie ne marchaient pas aussi. Et ils avaient trouvé mieux de mettre en place cette trithérapie. La trithérapie, aujourd'hui, c'est un seul comprimé, une seule molécule, mais il y a 3 médicaments à l'intérieur. Et c'est cette trithérapie qui rend chez nous la charge virale indétectable. Et moi aussi, j'ai une charge virale indétectable en ce moment. Et ça me fait, je crois, 30 ans sous traitement et je ne me lasse pas. Je vais raconter une toute petite histoire. Bon, je sortais de l'ENAS à l'époque, l'École des affaires sociales. Je suis éducateur spécialisé de formation. Et quand je sortais de l'école, du coup, les années 98, j'avais témoigné à l'émission Allô Docteur. Et là, c'était vraiment un boom. Et le ministère de la Santé avait rédigé une note au ministre des Affaires sociales parce qu'il fallait qu'on me couvre vraiment de la discrimination. J'étais affectée à Horizon Nouveau. Ceux de la santé avaient dit non, pour que je vive le plus longtemps possible, il fallait que je sois avec les médecins qui me soignaient. Mon premier poste d'affectation fut le programme national de lutte contre le sida, couverte vraiment sous les ailes du docteur Malonga, des psychologues comme Madame Georgette Ngabolo, les Franck Idiata et autres. Donc, j'étais vraiment en relation avec le ministère de la Santé, là où j'étais vraiment protégée. Et en 2013, comme il y avait déjà des CTA, cette décentralisation-là, il y a maintenant des CTA à l'intérieur du pays, je m'étais dit, je ne pouvais pas seulement me focaliser sur le VIH-Sida, rester à travailler dans un milieu où on parle seulement du VIH-Sida. J'avais demandé l'affectation à l'intérieur du pays. Et puis, comme il y avait un centre de prise en charge, il fallait que j'aille me faire suivre là-bas. Mais ça a été difficile qu'on me relâche. Je leur avais dit qu'il fallait me laisser un peu avoir d'autres expériences là-bas. Aujourd'hui, je suis chef de service au centre social de Makoko. J'ai regagné mon ministère des Affaires sociales. Et la santé, ceux de la santé étaient vraiment inquiets. Comment mes collègues allaient me prendre. Depuis l'école, j'ai eu mes collègues. Et pourtant, c'était vraiment difficile. On pensait que le virus du sida était partout. Mes collègues de l'ENAS, ils m'ont encadré. Vous voyez un peu, vous êtes dans la même classe. Mais vraiment, j'avais le courage, j'avais ce courage-là. Je prenais mes médicaments à 8 heures, j'étais déjà dans la salle de classe et je demandais au professeur, j'ai envie de prendre mes molécules. Juste après le témoignage. Donc, il fallait un peu m'imposer dans la société, il fallait m'imposer dans la société. C'est vrai, vous aviez parlé du milieu professionnel, mais mon milieu culturel, je fais partie de l'ethnie Kota. Vous savez, chez les Kota, il y a la circoncision. Et je descendais sciemment les grandes vacances chez moi à Mekambo, aller danser avec les autres pendant les circoncisions. On me rejetait au départ. Non, 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 non. Mais les malades du sida dansent ensemble que nous. Et quand c'est comme ça, je me retirais forcément pendant 5 ans pour m'armer. Et quand je repartais, c'était pour organiser une sensibilisation en langue vernaculaire. Leur dire la dernière fois, en fait, vous m'aviez discriminé. Je reviens pour vous dire que ça ne se contamine pas comme ça. Et les gens se mettaient à pleurer. Il fallait vraiment m'imposer dans la société, dans mon milieu familial, que ce soit le milieu professionnel aussi. En tout cas, je n'ai aucun souci dans mon milieu professionnel. Les choses se sont améliorées. On parle de cette trithérapie. Hein. Le plus important, c'est d'accepter d'abord
le diagnostic, le VIH positif, on accepte. On n'accuse pas les oncles, on n'accuse personne pour dire c'est la rose croix ou bien le sida mystique. Le sida, c'est le sida. Et se rendre dans les centres de prise en charge, à faire le bilan pré-thérapeutique, accepter les molécules et après faire de temps en temps le bilan post-thérapeutique, le bilan après le test, le bilan avant le test. Parce que c'est important. Et lorsqu'on reprend sa santé, on ne se dit pas que non, c'est fini. On doit continuer à prendre le traitement. Moi, aujourd'hui, je continue à prendre mon traitement et ne pas prendre ce traitement comme si c'était une mauvaise chose, s'adapter, s'habituer à la nouvelle vie. Le statut sérologique, on dit le nouveau statut. On passe de la séronégativité à la séropositivité. Ce n'est pas pour abandonner les traitements. Toutefois, on sait que lorsqu'on abandonne le traitement, on dit que le virus se cache dans les lymphocytes, mais lorsqu'on abandonne les traitements, il se multiplie. C'est mieux de maintenir son traitement pour le moment à vie. On sait qu'un jour, il n'y a jamais eu de solution sans problème. On est sur Terre. Sur Terre, il n'y a jamais eu de solution sans problème. La lèpre a existé, la maladie du sommeil a existé. Aujourd'hui, on parle de la lèpre, de la maladie du sommeil dans le passé. On parlera également du sida dans le passé. Et chaque malade du sida a une histoire. On a des livres à écrire. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez suivi, vivre avec le VIH n'est pas chose facile. Alors, de retour sur ce plateau avec la même question. Faut-il craindre le VIH au détriment d'autres maladies? Je vous écoute, monsieur. Au détriment d'autres maladies, je dis non. Déjà, le VIH n'est pas la première cause de mortalité au Gabon. Le paludisme fait encore des dégâts. Et même en termes de maladies chroniques, je pense que le diabète est supérieur au VIH. Ça, c'est la première chose. Secondo, le VIH, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment l'inconscience collective. Le VIH n'est pas un danger. Parce que du moment où le VIH, une fois on prend son traitement, on brise la chaîne de contamination. On ne peut plus contaminer la maladie, on ne peut plus développer une maladie en lien, comme elle disait tout à l'heure, on ne peut plus développer une maladie opportuniste. Est-ce que vous suivez? D'accord. Donc, PV-VIH, bien suivi, porteur sain, donc ne peut contaminer et ne peut développer aucune pathologie en lien avec le VIH, donc les pathologies opportunistes. Donc, pour moi, à mon sens, le VIH n'est pas à craindre. Sur le plan social, un PV-VIH, femme ou homme, peut vivre convenablement, peut faire des enfants séronégatifs, peut vivre en couple, parce qu'il y a des couples sérodiscordants, dont l'un est positif et l'autre est négatif. Mais ces couples-là peuvent vivre 30, 40, 50 ans sans que le statut de l'un ne puisse influer sur l'autre. Est-ce que vous suivez? D'accord. Donc, dans un couple, il n'y a rien à craindre. Beaucoup ont tendance à la peur. Je sais que beaucoup de gens fuient le VIH à cause du port du préservatif. Je sais. Mais la réalité, c'est que même quand on est séronégatif, quand on ne connaît pas le statut de la personne qui est en face de nous, on doit utiliser le préservatif. Donc, logiquement, on ne doit pas utiliser. Là, c'est pour les personnes qui sont en couple. Quand on est en couple, on n'est pas obligé d'utiliser systématiquement le préservatif. Comment je conseille mes patients? Mes patients qui sont assis des couples sérodiscordants. L'un est positif, l'autre est négatif. La personne qui est négative fait son test de dépistage tous les 3 mois. La personne qui est séropositive, au lieu de tous les 6 mois faire sa charge virale, elle a fait tous les 4 mois. Donc, elle a ses 3 charges virales. Et l'autre a ses 4 statuts. Et là, tant que la charge virale est indétectable, il n'y a aucune chance que l'autre contamine. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui. Or, la charge virale aujourd'hui, c'est un examen qui était cher à une certaine époque. Aujourd'hui, les mécanismes aujourd'hui font en sorte que la charge virale devienne un examen qui est de plus en plus abordable. Je vous prends un exemple. Au niveau du laboratoire national, il est un prix abordable. Je ne vais pas citer le prix, mais il est un prix abordable. Donc, quelqu'un qui vit en couple peut bien faire cet examen 3 fois dans l'année. Et chaque fois que la charge virale est indétectable, la personne est non contaminante. Donc, c'est même sur le plan psychologique. Ça apaise la personne. Elle sait que je ne peux pas contaminer mon partenaire, je ne peux pas contaminer mon enfant au cas où je me blesse, ou je ne peux pas contaminer mon voisinage. Si vous suivez. Oui. Donc, cette personne, sur le plan psychologique, est même équilibrée. Sur le plan social aussi, parce qu'elle vit en couple avec un séronégatif ou un séropositif qui suit aussi bien son traitement. Vous voyez que ça, je ne vois pas de raison pour lesquelles, sur le plan social, on doit pouvoir craindre le VIH. Sur le plan professionnel, déjà, le test du VIH, il est recommandé. Ce n'est pas une maladie invalidante. Ce n'est pas une maladie handicapante. Donc, si quelqu'un
quelqu'un peut bien faire tous les travaux qu'un séronégatif peut faire. Un séropositif peut bien le faire. Donc, il n'y a aucune barrière sur le plan professionnel, social et sur le plan médical. Donc, pas besoin de la craindre. D'accord, merci. Alors, Madame Elisabeth Ngouambina, en même temps, vous êtes présidente de l'ONG Grassland et vous êtes aussi prophétesse. Alors, on va dire de manière générale, il y a certaines personnes ou encore atteintes du VIH qui disent « Le pasteur m'a dit je suis guéri » et automatiquement, elles arrêtent le traitement. Ensuite, mort s'ensuit. Alors, pour ces personnes, ces pasteurs, que dire? Je dirais que pour ces personnes, il n'y a pas que le pasteur, hein. Il y a aussi l'entourage qui demande à certaines personnes de ne plus prendre le traitement de l'hôpital, mais de prendre des potions, ça va te guérir, ça va te faire ceci. Mais le faire, c'est compliquer l'équation de la guérison. À l'église chez moi, quand la personne est infectée par le VIH/SIDA, je demande à cette personne de prendre son traitement et mettre la foi, parce que Dieu guérit encore de nos jours. Il y a des personnes qui sont guéries. La prochaine fois, je tâcherai de prendre le test avant, où c'est positif, et après. Pas le virus endormi, hein, non. Mais la personne guérison complète. Voilà où les médecins se demandent, mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il faut vraiment une certaine hygiène de vie spirituelle. Voilà. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà. Aujourd'hui, nous avons encore environ 1000 personnes infectées par le VIH/SIDA au Gabon. Par an, c'en est trop. Et la plupart des chrétiens, je demande aux chrétiens de s'abstenir, d'attendre son mari et puis faire des examens prénuptiaux. C'est ce qu'on demande aux chrétiens de faire, attendre. Et aux plus jeunes, d'attendre, de retarder le plus longtemps possible le premier rapport sexuel. Voilà, et connaître son partenaire. Quand tu as un partenaire, allez-y au CTA. Allez-y au CTA, faire des tests de dépistage au PNLS ou dans une structure appropriée. Tu fais ton test de dépistage pour savoir si tu es positif ou pas, avant de t'engager dans une relation. Donc, il n'y a pas que les pasteurs. Il y a certains pasteurs, effectivement, qui demandent aux gens de ne pas suivre le traitement. Dieu t'a déjà guéri. Sur quelle base? Il faut au moins envoyer ce patient, ce fidèle à l'hôpital pour voir si le virus est encore là et que cette personne puisse savoir quel est le taux de CD4. Parce que récemment, la dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui est venu à l'église avec un taux de CD4 qui était à 5. À 5. Alors, un être humain doit avoir CD4 de 500 à plus 1500. Alors, 5, c'est la mort. D'accord. C'est pas grâce que cette personne est encore debout. D'accord. Donc ici, on comprend qu'il faudrait allier traitement et en même temps la foi et la prière. Alors, monsieur, nous allons certainement clôturer déjà cette édition spéciale. Quel serait le conseil que vous allez adresser non seulement à ces personnes vivant avec le VIH et en même temps à ces personnes qui passent leur temps à stigmatiser? Oui. Le conseil que je donnerais au PV-VIH, c'est de bien prendre leur traitement. Parce que bien prendre son traitement est une garantie d'une vie saine et meilleure sur le plan physique et même sur le plan professionnel et sur le plan social. Parce qu'on est mieux accepté quand on est dans les meilleures dispositions. Même si les rumeurs vont courir, mais quand on verra quelqu'un dans les meilleures dispositions. Maintenant, aux personnes qui stigmatisent, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes tous soit infectés, soit affectés. Et quelqu'un qui est affecté ne veut pas dire qu'il ne pourra pas être infecté demain ou après-demain. Est-ce que vous me suivez? Tout à fait. Donc, ça ne sert à rien de jeter l'opprobre sur quelqu'un, alors que peut-être vous, ou dans votre entourage, je vous prends une anecdote. J'ai une patiente, aujourd'hui, qui est en Europe. Son père, elle était en terminale, elle était PV-VIH depuis l'année de seconde. Elle gérait cette affaire-là avec sa maman. Son père n'était pas au courant. Pourquoi? Parce que son père a encouragé, ou je ne peux même pas dire encouragé, a laissé mourir son petit frère, son cadet, donc l'oncle de ma patiente. Parce que dès que l'oncle de ma patiente a été déclaré VIH+, le papa de la fille a commencé à marteler cette fille, ce monsieur-là comme ce n'était pas permis. Tu allais ramasser ta maladie partout, ignorant que sa première fille, c'est qu'il fonde tous les espoirs. Et VIH+. D'accord.
Est-ce que vous voyez? Donc, la fille était obligée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle disait, moi, après le bac, comme papa va m'envoyer en France chez mon aîné qui est au courant, elle m'a dit, ne pas dire, il vaut mieux que j'aille en France, je poursuis mes études. Au moins, étant là-bas, quand je viens passer les vacances, je sais que je suis autonome, je lui dis, voici ma situation. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens stigmatisent. Quand vous stigmatisez, n'oubliez pas qu'autour de vous, vous n'êtes pas un individu. L'homme est un animal social. L'homme vit avec les autres. Oui, on fait pour abonder dans le même sens, la stigmatisation, même les personnes qui sont affectées. C'est-à-dire, vous avez votre enfant qui a le VIH-Sida, on va dire, oh, voici la mère du garçon qui a le VIH-Sida. C'est comme ça qu'on vous appelle maintenant, désormais. Vous avez, et je vais aussi dire aux mamans d'arrêter d'envoyer vos enfants se prostituer, surtout les jeunes filles. L'histoire de sachet noir, là, il faut que ça s'arrête. Parce que l'enfant va, bon, c'est vrai, il y a la galère à la maison, mais tu vas pas envoyer ton enfant faire la prostitution pour pouvoir subvenir à vos besoins à la maison. C'est pas possible. Faites une activité génératrice de revenus pour pouvoir subvenir à vos besoins. Voilà. Merci, merci. C'est sur ce mot que prend fin cette édition spéciale sur la lutte contre le VIH-Sida. Nous étions avec M. Nikez Ondo-Mesui, assistant social au CTA de Kembo, et Mme Elisabeth Ngwambina, présidente de l'ONG Grassland qui milite au quotidien des personnes vivant avec le VIH. Alors, sur ce, je vous donne certainement un rendez-vous pour une prochaine édition spéciale. Mais, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh surtout. Portez-vous bien et c'était un plaisir. Merci.